Merci ma chérie, c'est un amour. Du coup, je recommence. Alors, donc, pour faire la glace à la noix de coco, on utilise de la mangue, des morceaux de mangue congelés, 180 grammes. On met 80 grammes ou 50 grammes de crème de coco. Donc, soit la crème qu'on trouve au-dessus d'une boîte de lait de coco, comme j'ai fait là, soit la crème dans un petit pot qui est plutôt liquide. Donc, les 50 grammes. Maintenant, je vais aller mettre 100 grammes de coco râpé. Voilà. Et comme j'aime bien faire des desserts protéinés et sains, les amateurs qui avaient de la F1 à la crème de banane, c'est super de remettre 2 doses de F1. Ça va rehausser le parfum de la noix de coco. Mais c'est facultatif. D'accord? C'est mon côté herbalisé. Je crois qu'il y en a beaucoup qui me connaissent là-dessus. Voilà. On va aller mixer le tout dans le blender. Alors, c'est très rapide. On met, alors sur le robot à moi, sur mon robot, je vais mettre. Ah, ma poupée, tu pourras me faire un bol d'eau chaude avec. Voilà, j'ai ma cuillère. Les petits pots blancs, tu les as. On n'a pas entendu, Christine, ça a coupé. Tu règles combien le Thermomix? En vitesse et en temps, s'il te plaît? Alors, sur force 6 et 10 secondes. Alors, je vais couper tout de suite. Et là, soit on fait directement la glace, les boules, et on va servir directement nos boules de glace dans les coupes. Voilà. Soit on les met dans un bac à glace et on la met au congélateur. Alors là, je vais faire les deux. Bon, je suis désolée, il ne faudrait pas, mais je ne sais pas faire autrement que d'y mettre les doigts. Il est quelle heure? Il est 3h15. Donc, vous avez fait votre première glace. Et on a mis combien de temps? 3 minutes. Quelques minutes, ouais. Après, l'onctuosité de la glace, c'est vous qui la décidez par rapport à la crème que vous allez mettre dedans. Plus vous mettrez de crème de coco, plus elle sera crémeuse. Plus vous la mixerez, plus elle sera fondante. Et moins vous la mixerez, plus elle aura le croquant du coco. Donc ça, c'est ma glace à noix de coco. Je la remets au freezer. Le temps qu'on fasse notre deuxième glace. Donc là, maintenant, on va attaquer notre glace. Hop là. À la vanille. Et cette fois, on va aller mettre 180 grammes de bananes. Alors, je vais couper les collets, puis je vais couper la moitié.
passer. On va virer la coco. Donc, vous mettez vos morceaux de banane congelés dans le blender pour 180 grammes. Voilà. Hop. Vous mettez soit de la F1 à la vanille, soit de la poudre de vanille, soit les grains d'une gousse de vanille. Attends, Je vous ai perdu? on essaye de te suivre. Oui. Donc, j'ai mis juste ma banane et de la poudre de vanille. Donc, soit l'intérieur d'une gousse de vanille, soit de la poudre de vanille, les grains de la poudre de vanille, en fait. D'accord? Soit une dose de F1 vanille. C'est vous qui choisissez là. D'accord? On a juste mis ça dedans. Maintenant, on va aller mettre sur les 50 grammes de noix de pécan, on va aller mettre uniquement 40 grammes. Non, je remets à 0. Voilà, et on garde les 10 grammes pour la fin. Je vous explique. Vous prenez votre caramel. D'accord? Et là, on va... Il fallait couper le caramel avant. Ah oui, je vous avais mis, pour regarder la vidéo d'avant, 50 grammes de caramel salé. Vous ne l'aviez pas fait? Non, j'ai oublié de le faire. Putain. Ah, et tu as mis des comment ça s'appelle, des dattes à tremper? Ah oui, j'ai des dates, oui. Mais tu les avais mises à tremper? Non. Non, non, non. Oui. Alors, ça va être délicat. Ça va être délicat. Bon, Ouais. Ce que tu fais, c'est que tu fais bouillir de l'eau. Ça va être délicat de la faire crue. D'accord. D'accord? Tu fais bouillir de l'eau. Sinon, tant pis. Sinon, j'ai du sirop d'érable. Alors, attends. Tu sais ce que tu vas faire? Plutôt que du sirop d'érable qui va être collant et se mélanger à la banane, est-ce que tu as soit du beurre ou de la purée de cacahuètes ou bien d'amande ou de noisettes? J'ai de la cacahuète. Tu as de la cacahuète. Alors, tu me mets 40 grammes de beurre de cacahuète. Ok, super. D'accord? Super. Donc, j'ai mis ma banane, ma vanille, mon caramel et 40 grammes de mes noix de pécan. D'accord? Super. C'est ça. Eh bien, je ferme. Et comme tout à l'heure, voilà. Alors pour la banane, il faut le mixer un peu plus longtemps. Forcément. Pour la noix de coco, on part sur une base qui est déjà en poudre. Alors regardez, est-ce qu'on voit bien là à la caméra? Oui. Vous voyez, la banane est complètement mixée. Ça fait vraiment une glace à la vanille avec du caramel. On ne t'entend plus là, Christine. Vous m'entendez plus? Pourtant, mon micro est ouvert. Est-ce que vous me voyez toujours? On te voit, mais on ne t'entendait plus. Ah, Tu étais passé dans un tunnel. d'accord. Est-ce que je suis sortie du tunnel? Oui. Bon. Oui. Donc, je vous disais, la banane, il faut mixer un peu plus longtemps que pour la mangue et la coco, puisque là, on a la banane à mixer. Alors, 20 secondes, tu doubles? Oui, à peu près, là, j'ai mis 17. Ça a mis 17 secondes sur 6.
À 17. D'accord? Et D'accord. est-ce que vous voyez bien à la caméra ce que ça fait? Ça fait vraiment de la glace à la vanille. Oui. Voilà. Mhm. Et avec des pépites de noix de pécan et des morceaux de caramel. Donc, on n'a mis que 40 grammes là de caramel et on n'a mis que 40 grammes de noix de pécan. Mhm. Non, je vous ai bien dit, on ne met pas tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que à côté, les 10 grammes, vous allez venir les casser grossièrement. Vous voyez faire là les noix de pécan? Oui. Et on les met dedans? Et voilà, vous les cassez grossièrement pour 10 grammes et vous les mettez dans le… Voilà, 10 grammes, vous les mettez dans votre préparation, d'accord? Et vous mettez aussi les 10 grammes de caramel qu'on n'a pas dit tout à l'heure. Alors, c'était intéressant. Il me semble que j'ai reconnu la voix de Magali, mais je n'ai pas vu qui c'est qui posait la question par rapport au caramel. Ah, ou c'était Caroline peut-être. Non, moi, c'était le melon. C'était Caroline qui avait pas le caramel. D'accord. Ouais. Donc, J'en ai pas Caroline, non plus d'ailleurs. d'accord. Donc, ceux qui n'ont pas le caramel, donc là, vous voyez, je mélange mon reste de caramel et mon reste de noix juste concassées à la main pour que ça passe comme quand on achète des glaces à Gendas, là. Mhm. Mmh. D'accord? Ah oui, oui, oui. Donc, vous vous retrouvez avec votre glace. Vanille, noix de pécan, caramel. Et donc, je disais, par rapport à ceux qui n'avaient pas le caramel, mais qui ont fait, par exemple, avec de la purée de cacahuètes ou d'amandes, eh bien, ça va vous faire plutôt une glace pralinée. Si vous n'avez pas votre caramel. Mais sérieux, c'est trop bon. Mmh. On peut encore à la dégustation. On a de la chance, Christine, que tu sois gourmande. Et vous savez quoi? En plus, c'est que des trucs sains qu'on peut faire quand on perd du poids. Parce que je suis gourmande, mais je fais attention à ma ligne. Donc voilà. Gourmand Ok. de bonnes choses. Voilà. Ah, bah oui, en général, hein, quand on est gourmand. Non, mais de choses saines. De choses Ah, saines. ouais, voilà, c'est ça. J'avais un grand-père qui me disait, quand il venait manger à la maison, il disait, je sais pas, non, quand quelqu'un disait autour de la table, je sais pas si c'est bon, mais ça sent bon. Et il répondait toujours, à partir du moment où tu mélanges des bonnes choses, ça peut qu'être bon. C'est vrai. Et on fait une nouvelle boule de glace. C'est une tuerie ta glace. Elle a quoi? C'est une tuerie la glace. Ah ouais, c'est clair. On va pas dire qu'on lèche le pot. Voilà, deuxième glace de fête. On attaque la troisième. On met la banane. Tu laisses toujours le fond. Tu nettoies jamais le pot. Hein. J'ai pas entendu. Tu nettoies jamais le pot. Non. C'est toujours sucré, c'est toujours du dessert, c'est toujours de la glace. D'accord. Et puis si je le nettoie, eh ben, le truc il va réchauffer. Oh. Donc l'introduction que nous ont fait
Caroline et je ne sais plus, Magali, je crois. En n'ayant pas préparé le caramel, eh ben, ça nous prépare à d'autres glaces. Donc, sur votre support de banane congelée, après, vous pouvez faire les parfums que vous voulez. Vous pouvez congeler les fraises abîmées quand vous achetez des fraises et que vous ne pouvez pas les manger comme ça, elles sont belles. Vous les coupez grossièrement, vous les mettez au congélateur, ça vous fera la glace à la fraise. Vous pouvez congeler de l'orange, vous pouvez congeler du melon, vous pouvez congeler des brugnons. Et vous partez toujours sur la même base. Banane congelée avec une autre moitié d'un autre fruit. Celle qu'on va faire là maintenant au chocolat, elle est super bonne si vous mettez des poires. Poire, chocolat. Et tu mets 180, 180 ou tu mets 180 divisé par 2? Oui, non, divisé par 2. Par exemple, 180 grammes de banane et 90 grammes de poire, 90 grammes de fraises, 90 grammes de ton support fruit. Au choix, ouais. Donc moi, j'ai des bibasses en glace, ça peut donner. Des quoi? Des bibasses. Des. Comment ça s'appelle c'est. Je cherche le nom. Pas créole. Ah. Et, ça ressemble à quoi? Ça fait un tout petit fruit orange. C'est des nèfles. Des nèfles, voilà, merci. Ah oui, des ouais. nèfles, des nèfles d'été. Oui, mais non, mais oui, c'est très très bon. Oui. Et en plus, c'est super bon pour la cellulite. Eh ben, écoute, j'ai un arbre qui n'arrête pas de donner dans mon jardin. Eh ben voilà. Donc là, on va faire de la glace au cacao cru. Donc, je vais faire avec une dose de cacao cru. Je pourrais en mettre 3. Mais je vais faire avec qui c'est qui suit? C'est qui suit? F1 chocolat. Oui. F1 chocolat. Voilà. Et en fait, je vais mixer chocolat gourmand et cookie crunch. Ah d'accord, mais moi, j'ai pas tout ça. C'est pas grave, tu mets du cacao cru. D'accord. On va racheter du coca. Voilà. Quand je fais ma glace au chocolat, j'aime bien mettre un petit peu de beurre de cacao. Comme ça, je peux la garder sur du long terme dans le congélateur. Là, on va la manger, ça ne va pas être utile. Mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de beurre de cacao cru, utiliser la crème de coco. Vous savez, pour qu'elle soit un peu plus crémeuse. D'accord. Quand on fait de la glace dans le traditionnel, alors attendez, je vais vous raconter quelque chose. Voilà, la glace au chocolat. On la voit bien? Oui. Et on met combien de grammes de beurre de cacao ou de crème de coco? J'ai mis une cuillère à soupe, ça fait à peu près 20 grammes. Il n'en faut pas énorme. Alors, pour la dernière glace, je suis un peu en retard. Pour celle au chocolat? Oui, s'il te plaît. Alors, j'ai mis 180 grammes de banane. D'accord? Et là où j'aurais dû mettre 3 doses de cacao cru en poudre, j'ai mis une dose de cacao cru, une dose de F1 chocolat gourmand et une dose de F1 cookie crunch. C'est tout bon? Et alors, j'ai pas retrouvé mes briques pour faire ma chantilly là, avec l'appareil, avec ma bombe. J'ai pas retrouvé mes cartouches de gaz. Parce que sinon, ce qui vous reste là, dans la boîte,
Vous le mélangez bien, vous l'homogénéisez avec un fouet à main. Vous le mettez dans votre bombe de chantilly. Vous mettez l'équivalent de 2 cuillères à soupe de rapadura que vous avez pulvérisé comme un sucre glace. Mettez un petit peu de vanille en poudre et ça vous fait une chantilly vegan crue. Mon cacao amer, il est très, très amer. Ah, mets une goutte de sirop d'érable ou... Ouais, que j'allais te dire, mon fils, il la mangera jamais. Non, mais mets quelque chose de sucré. J'ai du sirop d'érable. Je vais mettre du Bah sirop voilà, d'érable. parfait. Ok? Ok. Donc voilà, on a nos 3 glaces de fête. On va pouvoir attaquer le tiramisu. Non, pas le tiramisu. Le tiramisu. Non. Le morito. Le mojito. Elle a déjà Tu vas goûté, faire Christine, en fait. Elle l'a fait en avance. Oui. Je teste toujours les recettes avant de le faire. C'est ça. Bon, alors on a nos coupes de glace. Je vais les mettre dans le congélateur le temps qu'on fasse le mojito. Donc on va faire la vraie recette du mojito. Qui a déjà goûté le vrai mojito? Chacun dit que le tien est mauvais, de toute façon. Tous les copains qui m'ont fait goûter le mojito, ils ont toujours dit, moi, c'est le vrai que je fais. Voilà, c'est ça. En fait, c'est celui que tu fais qui est le vrai, quoi. C'est vrai. Alors, je vais juste nettoyer mon blender à l'eau froide parce que je veux plier ma glace. Voilà. Donc là, effectivement, c'est mieux qu'il n'y ait pas de chocolat dans le fond du bol pour avoir une jolie glace bien transparente. Et on va aller faire la glace pilée. Alors, soit au blender, soit avec un torchon et un pilon. Je vais commencer à répondre à quelques questions. Donc, par exemple, on m'a demandé si mes glaçons, c'était de l'eau du robinet. Donc, non, mes glaçons, ce n'est pas de l'eau du robinet, c'est dans ma fontaine. C'est de l'eau filtrée. Attention, tu vas faire du bruit. À mon avis, elle a un peu trop pilé. Une question peut-être bête. Pourquoi pas d'eau du robinet, Christine? Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans l'eau du robinet? C'est de l'eau du robinet, hein. C'est de l'eau du robinet que je filtre. Oui, enfin, qui n'est pas filtrée. Eh bien, parce qu'en fait, quand tu tires l'eau du robinet comme ça, elle est très souvent chlorée. Et le chlore tue tous les organismes vivants. Et aussi, il tue en quelque sorte. Tuer, c'est peut-être un gros mot, mais il détruit
les saveurs et les odeurs de tes mets. Donc, si tu mets de l'eau du robinet, ah, ma puce, l'eau gazeuse, elle est... Donc, c'est pour ça que je filtre mon eau, c'est surtout pour l'odeur. Alors, est-ce que le chlore reste comme ça à l'état libre? Non. Donc, pour pouvoir faire partir le chlore de ton eau du robinet, eh bien, tu fais simplement, tu remplis ta bouteille d'eau et tu la laisses à l'air libre au moins 1 heure. Au bout d'1 heure, tout le chlore aura perdu de son efficacité, de son odeur et de son goût. Donc, si tu n'as rien pour filtrer, tu laisses ta bouteille d'eau, tu remplis ta bouteille et tu la laisses à l'air libre 1 heure. Et si on la fait bouillir, Christine? Alors, si tu la fais bouillir, tu vas éliminer peut-être quelques oligo-éléments qui seraient bons. Ça va la purifier si tu veux. C'est-à-dire que si tu la fais bouillir, super, merci. Eh bien, tu n'auras plus du tout de principe actif à l'intérieur. Donc, ça te permet d'éliminer le chlore, c'est certain. Les odeurs et le... Ouais, c'est vrai, mon pauvre Amidou, t'es pas sur un appel. Oh, je suis de tout cœur avec toi, c'est vrai. Je compatis. Je sais qu'Élodie ne vient pas sur l'appel à cause de ça, parce que en plus c'est un peu tard là, avec le décalage horaire. On n'est pas comme au mois d'août, mais quand même. Bon, je t'envoie plein d'énergie et de courage. Donc, les glaçons, là, Christine, tu les as fait donc en glace pilée. Voilà, j'ai fait la glace pilée. D'accord? Alors, j'avais cueilli des feuilles de menthe avant l'appel, avant l'atelier. J'ai préparé mes verres. Donc, le mojito se fait au verre. Déjà, 1. Deux, il se fait avec du rhum blanc. Et c'est parce qu'il se fait avec du rhum blanc que ça peut être une recette crue. Si vous aviez du rhum brun ou du rhum ambré, il est caramélisé, ce qui veut dire qu'il est cuit. Ça ne peut plus être une recette crue. Bon. Alors, j'ai pas trouvé ce que je voulais parce que j'aurais voulu vraiment des ingrédients de grande qualité. Mais bon, bref, c'est pas grave. Moi, je pensais que le rhum ambré, c'était à cause du vieillissement en fût de chêne. Alors, ça s'appelle pas du rhum ambré, c'est comme ça. Ah, d'accord. Ça s'appelle du rhum vieux. Ça s'appelle du vieux rhum, exactement. Ouais. Et du rhum vieilli. D'accord. D'accord. Okay. Et tu as des rhums dans lesquels ils mettent ce qu'on appelle du bois bandé. Donc, oui. En fait, c'est des morceaux d'arbre. C'est des morceaux de bois. Et qui vont donc prendre le parfum exactement comme au principe d'une infusion, en fait. Oui. C'est ce qu'on appelle les rhums arrangés à La Réunion. Tout à fait, voilà. Et les rhums arrangés, qui c'est qui parle là? C'est Pascal. Ah, tu nous as rejoint, Pascal. Bien. Oui, ça fait un petit moment que je suis là. D'accord, je n'avais pas vu. Ok, oui, il y a Brigitte qui nous a rejoint aussi. Soyez les bienvenus. Et Katharina, merci. Bienvenue. Donc, parce que tu es les rhums arrangés, ouais. Tu viens de là-bas, Pascal? C'est des îles de La Réunion? Non, pas du tout. Daniel, mon époux, y a vécu 8 ans. Ah. Et on y va assez régulièrement. À l'époque où les avions volaient. Ok, super. C'est une très belle destination. Oui, oui, oui. Et les recettes que tu fais, Christine, c'est pour combien de personnes?
Les ingrédients que tu as fait là. 4. 4. Ok, merci. Merci. C'est toujours les recettes pour 4. Ok, c'est noté. Donc, on a préparé nos ingrédients. C'est-à-dire que l'on a notre rhum blanc, nos verres. On a là, notre planche, nos citrons verts. Alors, un conseil, même bio, si vous voulez que les citrons verts dégagent toutes leurs vertus et tout leur arôme, brossez-les sous l'eau chaude. D'accord? Parce que l'eau chaude, en fait, va faire que toutes les saveurs et tous les principes actifs qui se trouvent dans la peau blanche du citron vont aller au cœur et donc dans le jus. Vous prenez votre pilon. J'espère que mon pilon va rentrer dans le... Oui. Voilà. Un bon couteau. Et on va attaquer les citrons. Alors avant, on prend à peu près l'équivalent de 6 feuilles de menthe par verre. Et on ne les écrase pas, s'il vous plaît. Les vertus et ce qu'on appelle les flaveurs, en fait, les parfums de la menthe se trouvent comme dans l'ortie sur le velours de la feuille. Donc, si vous coupez la menthe, ça ne sert à rien. Ce n'est pas dans la fibre interne, c'est sur l'interne et sur l'externe de la feuille. Donc, il faut les laisser bien mises comme ça, là. Donc, 2, on va mettre, allez, 3. Et comme ça, j'en ai 6. Et on les place dans le fond du verre. Donc, ne me faites pas un mojito dans un verre comme une coupe à champagne. D'accord? Il faut un verre avec un fond plat. Allez, on continue, on tasse bien. On va bien tasser les feuilles dans le fond des verres. Donc là, j'en suis à 3 feuilles. 4, 5, 6. Et on continue. 1, 2, 3. Bon, l'inconvénient du jardin, c'est qu'elles ne sont pas forcément toutes très jolies. 4, 5, 6. Bon, nous, on est 5. 1, 2, 3. Alex, est-ce que vous avez gardé de l'eau de rose? Non, c'était tellement si. bon. Il y en a encore, t'as pas tout bu. Si. Oh, elle a tout bu. Ah, c'est dommage, je voulais faire un mojito pour toi, spécialement myrtille avec l'eau de rose. Ouais. Il va falloir que tu refasses de l'eau de rose. Est-ce que tu as de la lavande à la maison? Est-ce que maman elle a de la lavande à la maison? Non, on n'a pas tout bu. Elle a pas tout bu, mais on n'a pas tous les ingrédients, alors on prend des notes pour la prochaine fois, on va le refaire. Ah, d'accord, ok. Bon, alors, parce que, donc, spécialement pour toi, ma puce, je vais dire comment tu fais un mojito sans alcool. Je note. D'accord. Donc, on a mis la menthe au fond des verres. D'accord? On va bien aller la tasser. Il faut qu'elles soient, les feuilles soient les unes sur les autres. Donc, jusque-là, alcool ou pas alcool, c'est la même chose. On prend son citron, on le coupe en 2 dans le sens de la hauteur. OK? Alors, j'ai des barman sur l'appel, là. Vous allez me corriger, les filles, si jamais elles me plantent. Ensuite, vous coupez. Alors, c'est un demi-citron par verre. Donc, on fait des quarts. OK? Et il est important de les recouper dans le sens de la hauteur. Donc, vous vous retrouvez avec 4 morceaux par verre que l'on met dans chaque verre.
Tu ne presses pas un petit peu dans tes doigts les morceaux de citron avant de les mettre dans le verre? Non. Je les ai brossés sous l'eau chaude pour qu'elles dégagent tout leur vertu. Et je les coupe en 4. Chaque moitié, je la coupe en 4 et je la mets dans le verre. D'accord? Okay. Je vais ensuite mettre mes doses de sucre de canne. Donc 4 centilitres. Alors là, soit vous avez un godet, que bien sûr, je n'ai pas préparé. Soit vous avez une balance. Non, mais le mieux, c'est quand même d'avoir un godet. Allez. Donc, le sucre. Alors, 4 centilitres. Pas grand-chose, hein. C'est vraiment... En grammes, ça fait combien? 4 grammes? 5. Une cuillère à soupe, ça peut aller, c'est bon ou c'est trop? Ah bah attends, je vais te dire. Attends, je finis celui-là, puis je te fais le dernier, je te dis. Une cuillère à café, 5 grammes, je crois. Alors, on va mettre à 0. Ah oui, mais elle ne va pas tenir, ma cuillère. Hein. Vous avez des drôles d'idées, vous, hein? Alors, ça fait combien, ça? Ah, ça fait, à mon avis, une très bonne cuillère à soupe. Hein. Ok. Une très bonne cuillère à café, pardon. Ah oui, plutôt oui. Oui, parce que regarde, tu vois le creux? Voilà. Bon, mais maintenant, j'ai une cuillère avec du sucre. Bon. Ok, et le dernier. Voilà. Une fois qu'on a mis notre sirop de sucre de canne, on va mettre maintenant notre rhum. Voilà. Et c'est là que j'ai pas le rhum de qualité que j'aurais voulu. Non, c'est pas grave. Hein. Donc pour le rhum, c'est le double du sucre de canne. Sauf que c'est un peu plus léger. En densité, c'est plus léger. Donc je vais vous dire en centilitres combien ça fait. En grammes, combien ça fait. Ça doit faire 10 grammes. Pas forcément parce que c'est un peu plus riche que l'eau. Alors, attends. Parce que tu as dit le double. Donc, c'est 8 centilitres. Donc, 8 centilitres de rhum. Et en fait, je suis entre 10 et 11 grammes. Je suis à 10,5 à peu près. Ça me le fait pas pile. Ok? Et c'est là que tu vas mettre l'eau de rose. À la place du rhum. Myrtille. Oui. T'as noté? Oui. Super. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des mojitos pour toute la famille le dimanche. Et que les papis, mamies regardent les parents, l'air de dire quoi? T'as fait un mojito? Mais quel âge elle a? Et toi, tu dis rien. Tu bois ton mojito parce que tu sais que tu l'as préparé tout seul dans ta cuisine. Et tu bluffes tout le monde. Voilà. Donc, maintenant qu'on a mis nos citrons, etc., avant d'aller mettre la glace, on va venir avec son pilon écraser les citrons sur les feuilles de menthe pour les mélanger au sirop de canne. Et on pile. Donc, si vous voyez bien à l'écran. Voilà. Et d'un seul coup, bah forcément, ça nous fait une grosse quantité de jus.
Alors, pendant qu'on écrase nos citrons, je vais répondre à la question. J'avais une question de quelqu'un qui me disait, mais d'accord, tu es végane, mais pourquoi est-ce que tu fais tes glaces? Peut-être que tu pourrais manger les glaces en sorbet. Quand tu vas chercher un sorbet chez le marchand de glace, c'est végane? Eh bien, figurez-vous que non. Parce que pour que le sorbet puisse rester, non pas en cristaux comme un glaçon, mais vraiment En crème. comment on appelle ça, crémeux, en fait, facile à faire des boules, ils ajoutent du blanc d'œuf. Donc, un sorbet, c'est pas vegan. Donc, une fois qu'on a mis qu'on a pressé nos citrons, on va mettre. Alors, bon, après ça, c'est histoire de goût, mais notre glace pilée. Alors là, je vais en faire que 3 parce que si je mets de la glace pilée, non, je vais en faire que 2. Ma chérie, tu bois ton mojito avec ton Jules ou avec nous? Avec nous. Donc, je mets la glace pilée. Donc, je mets la glace pilée et après, on va aller mettre l'eau gazeuse. Gazeuse, exactement. Alors, j'ai pris du Perrier. Bon, je ne sais pas s'il y a une eau gazeuse particulière. Là, c'est parce que je n'ai pas trouvé au magasin bio l'eau que je prends d'habitude et que je voulais une eau qui ne soit pas trop salée. Voilà. Donc, on ne va pas le noyer. Vous allez venir trinquer? Ma chérie. Et donc, on met 2 pailles dans un mojito. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait pourquoi on met 2 pailles dans un mojito? Pour pouvoir le partager. Pour boire plus vite et être immersif. Alors, ni l'un ni l'autre. C'est pas pour pouvoir le partager? Non? Non, c'est pas pour pouvoir le partager. C'est parce qu'il y a une paille où tu bois. Une paille où tu touilles. Ah. Voilà. Et pourquoi on ne casse pas les feuilles de menthe? Parce que sinon, les feuilles de menthe, elles se retrouvent dans la paille et c'est pas terrible. Mais voilà, vous avez vos mojitos, vos glaces. Tu as mis quelle quantité d'eau, s'il te plaît, par verre? Santé. Santé, santé à la vôtre. Merci, Christine. Tu as mis quelle quantité d'eau par verre? Entre 7 et 8 millilitres. 7 et 8 centilitres, pardon. On dit que c'est une dizaine, je crois. Mais on va poser la question à Christelle. C'est avec nous, Christelle? Ou à Doriane? Alors, c'est qui la plus barman des deux? Je fais pas de cocktail. Moi, je sers des coca et des oranginas. Non, moi, je fais au pif. Ouais. D'accord. Bon, on va être bien aidés avec nos barman. Hein. Comme tu as fait, hein, Christine, de toute façon, il ne faut pas noyer non plus ce que vous venez de faire. Donc, tu mets 4 centilitres de rhum, tu mets 10 centilitres de 8 centilitres de rhum. Ouais, entre 10 et 12 centilitres de pétillante. Ouais, voilà, bon, mais ça fait ça, voilà. Ça fait des beaux verres. Et on sert la glace. Merci beaucoup, ça m'a l'air très beau, très bon. Moi, Christine, tu n'as pas mis 2 centilitres de rhum dans tes verres. Hein. J'ai mis 8 centilitres. De rhum? De 8 millilitres, 8 millilitres, pardon. J'allais dire, tu sais ce que ça fait? 8 centilitres. Là, à mon avis, tu serais quand même… C'est la bouteille. Là, par contre, au niveau des doses, je m'y connais un petit peu. Et ok, c'est fort. 8 centilitres dans un verre. C'est déjà pas mal. Hein. Excusez-moi, c'est vrai. C'est des millilitres. J'ai l'habitude de picoler. Mais tu sais que j'ai fait la même erreur quand j'ai fait la formation sur l'hydratation, où j'ai dit qu'il fallait multiplier 30 centilitres d'eau par votre poids.
Donc, j'ai fait boire Ah oui, 21 aussi. litres aux gens. Voilà. Il y a Didier qui m'a rectifié, là, je ne sais plus quand. Ah bon? Il m'a dit, t'es sûr que ton slide, il est bon? Du coup, ils sont bien hydratés. Voilà, ils sont noyés. Super, Ok. Chouchou. Alors, on va répondre aux questions. Alors, qui c'est qui me pose des questions déjà? Sophie. Bonjour, bonjour Sophie, je n'avais pas vu que tu étais arrivée. C'est 8 centilitres pour 4 verres, donc 2 centilitres par verre. Ah oui, non, là, c'était les proportions de l'alcool, c'était pour un verre. Et c'est des millilitres, donc voilà, c'est là que je m'étais plantée, Brigitte. Santé Lila, santé, oui, bon courage, Amidou. Ok, allez, on répond aux questions qui m'ont été posées et envoyées à l'avance. Donc, première question, quel site internet recommanderais-tu pour commander des produits bio? Alors, je commande surtout, moi, sur un site qui s'appelle Greenwiz. Green, G-R-E-E-N, Green, W-E-E-Z. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai assisté à l'ouverture de cette plateforme de vente. J'ai assisté à cette plateforme de vente à sa construction, donc je connais le monsieur. C'est quand on est arrivé sur Annecy, donc ça remonte à 10 ou 12 ans maintenant. Et qu'il a tout monté en allant chez des petits commerçants locaux, etc. En fait, il y a un gros truc de recherche. Il est magnifique, ton Morito, Sylvie, bravo. Il donne envie aussi. On ne t'entend plus. Vous ne m'entendez plus? Aïe. C'est ma connexion qui est Je ne m'entendais pas, non. Ouais. Je disais à Sylvie qu'elle avait fait un superbe Morito. Chine. Donc voilà, donc je travaille, enfin, quand je vais chercher quelque chose au niveau des produits bio, je vais très souvent sur ce site Greenwiz qui en plus fait des comparatifs au niveau des tarifs, etc., qui est assez communautaire et assez sympa. Après, pour tout ce qui est fromage, j'ai un autre site, mais alors je suis incapable de te donner le nom comme ça, il faut que j'aille le rechercher. Il est dans mes mémoires de favoris, tu sais, sur Internet. Donc, je te répondrai pour les fromages et les fausses charcuteries, c'est un truc spécial. Quelle quantité recommandée pour consommer journalièrement de l'huile de lin et des graines de chia? Alors là, ça va dépendre de votre transit. Donc, par exemple, l'huile de lin, moi, j'en prends personnellement 1 cuillère à soupe tous les matins. Sachant que je prends aussi des Herbalife Line, des huiles de poisson. Alors, certains vont me dire, mais je croyais que tu étais végane. Je suis en train de chercher la boîte. Ah ben, on l'a défait. Donc, c'est vrai, je ne mange pas de produits animaliers, mais je consomme l'Herbalife Line. Franchement, j'ai cherché sur la France, l'Europe, un complément alimentaire qui soit aussi bien équilibré en oméga 3, DHA, et nulle part je n'ai trouvé autant de concentration que sur une tablette d'Herbalife Line. La richesse de ce produit, c'est impressionnant. Donc, c'est pour ça que je prends qu'une seule cuillère à soupe d'huile de lin sur ma journée, parce que comme l'huile, c'est quand même calorique, je préfère me concentrer sur le reste, parce que vous avez vu, je suis gourmande, donc je préfère avoir ma dépense de calories dans d'autres aliments et prendre 2 tablettes d'Herbalife Line par jour. Voilà, ça c'est mon truc. La seule tablette que j'ai pu trouver en complément alimentaire riche en oméga 3 et DHA, c'est de l'huile de soja qu'on peut avoir sur ordonnance à la pharmacie. Et comme c'est de l'huile de soja et qu'elle est chauffée, et après enrichie en oméga 3, je trouve ça dommage. Donc du coup,
je cautionne pas du tout ce produit-là. Et ici, en plus, je sais d'où ça vient, puisque c'est éco-responsable. Il n'y a pas de destruction et ce n'est pas des gros élevages. Après, le complément alimentaire qui serait aussi riche en oméga 3, mais pas en DHA, c'est un complément alimentaire américain. Et donc, à chaque fois, ça fait des frais d'avion, etc. Donc, je préfère prendre notre Herbalife Line. Voilà. Ensuite, les graines de chia. Alors, les graines de chia, les graines de lin, c'est aussi des compléments alimentaires qui sont riches en oméga 3, uniquement si tu les broies et que tu les consommes juste quand tu viens de les broyer. Après, si tu les gardes dans ton bocal, même au frigo, elles perdent de leur valeur en oméga 3. Par contre, elles sont ce qu'on appelle, c'est des fibres qui sont, je perds le mot, vous savez, parce que ça va fondre là, la glace. Je vais répondre aux questions. Et donc, qu'est-ce que je disais? J'étais en train de parler des graines de chia. Quand vous les mettez dans l'eau, elles deviennent collantes, elles font la texture de l'œuf. Moi, je me sers beaucoup des graines de chia et des graines de lin moulues comme ça. Et la valeur, en fait, la quantité, c'est par rapport à vos intestins et par rapport à votre taux de bonne nutrition. C'est-à-dire que moins vous avez un corps intoxiqué, plus vous les supporterez. Plus vous avez un corps intoxiqué, plus vous allez réagir en diarrhée, en maux de ventre, etc. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de maximum. De toute façon, les oméga 3, c'est des anti-inflammatoires naturels, il n'y a pas de maximum à avoir. Et je dirais qu'il n'y a pas de minimum non plus, c'est par rapport à votre tolérance personnelle. D'accord? Donc ça, c'est pour la deuxième. Enfin, je ne sais plus à combien de questions on est, mais bon. Alors, quels sont les différents substituts de beurre qui existent? Alors, moi, j'utilise principalement l'huile de coco pressée à froid, tout ce que j'appelle des beurres d'oléagineux. Alors, certains sont écrits beurre, d'autres sont écrits purée. Voilà. Mais il n'y a pas de limite. Je veux dire, ils sont tous bons. Vérifiez juste qu'il n'y a pas d'apport de sucre dedans. Parce qu'il y en a certains où c'est écrit, donc là je vois par exemple arachide 99%, huile de coco moins d'1%. Il y a des petites étoiles. Et après, c'est juste marqué issu de l'agriculture biologique, etc. Il n'y a pas de. Il n'y a aucune trace de sucre, c'est que la cacahuète qui est broyée à froid. La purée d'amande complète, normalement, c'est pareil. Voilà. Broyée à la meule, amande complète, des petites étoiles, et c'est tout. C'est marqué. Et c'est tout, issu de l'agriculture biologique. Première fois que je vois écrit, et c'est tout. La coca aussi, tu peux utiliser à la place du beurre. Ouais, cette marque, ils écrivent ça sur le beurre de cacahuète aussi. Ouais. Cacahuète et c'est tout. Et c'est tout. Voilà, là, une autre purée d'amande. Alors, celle-ci, j'ai dû la trouver en supermarché. Ingrédients 100% amandes blanches, bio, sans gluten, origine voilà. C'est juste écrit amande. Et donc, tout ce qui est substitut de beurre, c'est ça. Après, nous, quand on était plus jeunes, et d'autant plus mon mari, puisque il est normand, même si ça ne se voit pas tellement, c'est un normand basané. Il adore le beurre demi-sel. Et donc, en fait, je fais mon beurre avec de l'huile de coco, de l'huile d'olive, du gros sel marin, de la lécithine de soja. Et si vous allez regarder sur la chaîne YouTube, vous allez trouver la recette. Elle est super facile à faire avec un petit peu de lait de soja en base. Et voilà, et c'est tout. Mais je fais mon propre beurre. Et ça ressemble vraiment à du beurre pour
tartiner pour ceux qui aiment bien mettre du beurre sur leur pain. Ou alors, moi, je m'en sers, par exemple, quand je fais une purée, je sais pas, purée de panais ou purée de carottes cuite, eh bien, on fait fondre un petit peu de beurre sur le dessus. Je sais pas si vous étiez comme ça, mais bon, moi, je suis restée gamine et j'aime bien faire des volcans et puis faire un petit trou et mettre du beurre dessus. Bon, voilà, c'est moi ça, c'est pas grave. Exemple, quand on ne peut pas utiliser d'huile d'olive. Oui, ben voilà. Donc, j'ai répondu à ta question, Christelle. Pas complètement, ben non, je fais des trucs. Oui, merci. Oui, je t'en prie. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai eu comme autre question? Recommandes-tu de conserver la peau des fruits tels que pommes, poires, ou quand tu les passes au blender? Je pense à la balance entre les traitements pesticides, vitamines contenus dans la peau. Effectivement, si vous consommez du bio, on garde la peau. Si vous ne consommez pas de bio, vous enlevez la peau. Alors, quand j'ai eu des années où je donnais des cours à la fac de médecine à Grenoble à des étudiants, et j'avais la chance d'avoir un laboratoire à ma disposition, et je leur ai fait faire plusieurs analyses sur plein de choses. Et notamment, une fois, on a rapporté, il y a peut-être déjà des gens qui connaissent cette histoire-là sur l'appel, mais une fois, j'ai rapporté des pommes que j'avais moi sur mon terrain. Donc, on habitait au niveau de Arèche-Beaufort, dans la montagne, d'accord, au-dessus d'Albertville. Voilà, au milieu des sapins et des pistes de ski. Donc, j'avais ramené des pommes de notre terrain. J'avais ramené des pommes bio de chez Satoris. J'avais ramené des pommes bio donc là-bas c'était Géant Casino. Et j'avais ramené des pommes d'agriculture raisonnée, des pommes que j'avais trouvées sur le marché et des pommes classiques. Et donc, je leur ai fait éplucher 2 mm par 2 mm à l'aveugle, tous à l'aveugle, les pommes jusqu'au trognon, jusqu'à analyser les pépins. D'accord? Tout ce qui était les pommes vendues industriellement, enfin vendues en grosse quantité, les pommes d'agriculture raisonnée, donc ces deux catégories-là, on a retrouvé 23 pesticides à l'intérieur sur 2,5 cm. 2,5 cm entre la peau et la chair. On a une toute petite quantité de chair sans rien du tout, mais vraiment toute petite qui devait faire à peine 1 cm. Et puis à nouveau vers le trognon, on réaugmentait 15, 17, 18 et 20. Et le pire, c'était les pépins qui montaient à 29 pesticides, 29 variétés de pesticides. Sur le bio de supermarché et le bio de Satoris, il n'y a pas eu de différence, sauf les pépins qui avaient quand même une concentration de 3 à 5 pesticides différents. Sur les fruits de mon jardin et les fruits du marché, on a retrouvé sur la peau, non pas des pesticides, mais un herbicide volatile. Ce qui veut dire qu'en fait, que les avions ou la pluie, ou je ne sais pas, mais donc on a retrouvé du produit. Et à l'intérieur, par contre, les pépins, nickel, et toute la chair, nickel. Donc, j'ai suggéré de laver les fruits. Mais donc, on peut manger le bio avec la peau. Par contre, les pépins, je vous les déconseille. Moi, je vais vous faire juste une démonstration en 2 secondes de pourquoi il ne faut pas manger. C'est quand vous avez une pomme qui est là industrielle, hein, que j'ai achetée de toute façon au supermarché. Vous faites juste, vous passez la lame du couteau dessus et puis vous regardez après ce que vous récoltez. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, si on voit bien. Là, la petite Et ben ça, c'est quand vous grattez vos pommes, faites l'expérience. Vous récupérez, c'est de la cire.
J'ai fait l'expérience, j'ai mis une pomme dans l'eau chaude toute une nuit, et après, toute la cire, elle ressortait. Ouais. Tu as une couche une couche de cire sur le haut de ton verre d'eau chaude. Sur toutes les pommes. Ouais. Confondues, qui sont en supermarché. Donc moi, je les gratte. Mais bon. Vivement que mes pommiers fassent des pommes. Hein. Ouais, hein. Ouais, moi j'ai un verre par pomme. C'est chiant. C'est pas grave, hein. Vaut mieux manger un verre. Non. Par contre, ce que l'on peut faire, d'ailleurs c'est ce que je fais, en principe c'est ce que je fais, pour les légumes et les fruits, il faut les laver, les faire tremper dans de l'eau avec du bicarbonate. Ouais. Et le bicarbonate va en profondeur, c'est ce qui élimine le plus de pesticides, et herbicides et compagnie. Je ne suis pas sûre que ça enlève les herbicides et les pesticides, mais en tout cas, ça va enlever ta couche de cire et les cochonneries qui sont en surface. Ça, c'est sûr. À demain, Caro. Ça n'enlève pas les vitamines? Non, le bicarbonate, non. Et au contraire, c'est un ferment naturel. Après, qu'est-ce que j'ai comme autre question? Donc là, ça, j'ai répondu. Alors, pas bien saisi la différence entre galactose et lactose. Alors, le galactose. Je suis bloquée? Ah, ça y est. C'est bon? D'accord. Le galactose, c'est le lactose, donc le sucre du lait, mais fermenté. Donc, tu vas trouver du galactose dans le yaourt, tu vas trouver du galactose dans les fromages que tu ne trouveras pas dans le lait que tu viens d'aller faire. Tu saisis? Il est plus concentré en sucre que le lactose, mais c'est la même base de lait, c'est la même base de sucre. Les deux viennent du sucre. Ok, tu as parlé d'osso irati. L'osso irati, c'est un fromage corse. C'est un fromage à pâte tressée. Alors, pas tressée, mais pressée. Exactement comme le comté, le Beaufort, aidez-moi, il y a peut-être d'autres aussi, le Gouda, les choses comme ça, qui sont effectivement des fromages qui contiennent du lactose et du galactose, mais dont le lactase, donc la protéine du lait, en fait, n'a pas été porté à très forte température, donc est totalement assimilé par le corps et ne t'apporte pas d'hormones de croissance. Voilà. Que penses-tu des fromages de chèvre et de brebis? Alors, s'ils sont frais maison, non pasteurisés, que tu viens d'aller traire la chèvre et que tu fais ton propre fromage. Non, mais par exemple, à Fort-Mahon, sur le marché, là, il y a un monsieur qui vend ses yaourts et ses fromages de chèvre frais, et il a juste sa petite carriole là, avec sa glacière. Et ben, j'ai discuté longuement avec lui, il ne le fait pas en forte chaleur et en plus, la plupart du temps, il met du gros sel de mer. Voilà, ceux-là, ils sont bons. C'est Georges et Cécilia. Et les maguettes. Et ouais, c'est nos maguettes. Voilà, celui-là, il est bien. Après, si tu vas m'acheter du fromage de chèvre en bûche pasteurisé, c'est pas la peine. Non, je pense à ceux de Georges. Bah voilà, top. On va aller les chercher, ils ont réouvert. Ouais. Ah. Ouais. On va aller dire bonjour. Ils ne peuvent pas faire les marchés, malheureusement. Ouais. Pas tous, parce qu'ils n'ont pas tous réouvert les marchés. Tu as déjà essayé de faire du fromage? Alors, c'est ce que j'allais vous proposer en recette la semaine prochaine. Ah. J'ai J'ai voulu en acheter, quand j'ai vu le prix, j'ai dit oula, si après c'est pas bon, bonjour quoi. Oui, on m'a demandé si on pouvait, dans les questions, là, il y avait Caro qui est partie d'ailleurs, et demandait si on pouvait, pourquoi pas, faire des fommelettes ou des fromages, des choses comme ça. Alors, la fommelette, ça se fait cuire. Alors, j'ai pas quoi? La fommelette. Je connais pas. La fommelette. C'est une bestiole? Non, bah non. Hein. Mais tout est faux chez toi. Ah ouais. C'est une omelette que tu fais sans œufs. D'accord. Avec des graines de chia? Non.
avec du pois chiche. Non, mais avec Ah oui. ouais. Alors, donc on en est où? Si j'ai bien. Alors, le boulgour, ça apporte beaucoup de protéines, mais ça développe du mauvais sucre. Alors, ça apporte beaucoup de protéines, pas plus que le blé entier et la semoule complète. Le boulgour, c'est juste du blé qui est cassé, qui est concassé en morceaux. Donc, non. Et pourquoi ça développe du mauvais sucre? Parce que dans le blé, tu as beaucoup de sucre, tout simplement. Donc, ce n'est pas forcément du mauvais sucre. C'est du sucre que tu peux prendre en récupération sportive, par exemple. On va manger la semoule, on va manger des choses comme ça pour faire un effort sportif le lendemain. C'est l'association boulgour, semoule ou blé avec la viande qui fait que ton foie réagit mal. Alors, faut-il en manger? Si oui, comment et avec quoi? Voilà, j'ai répondu avec des légumes. Comment utiliser le miel pour l'optimiser et lequel exactement? Tous les miels sont bons à condition que ce soit du miel d'apiculteur et pas du miel industriel coupé au sucre ou au caramel. Donc, évitez les miels toutes fleurs qui viennent de Chine ou par là, parce que je ne sais même pas s'il y a 50% de miel dedans. Non, il n'y en a pas du tout d'ailleurs. Ouais, il y en a où il n'y a pas du tout, exactement. Donc, voilà, si tu as une ruche dans le coin ou quelqu'un qui fait son propre miel et les vrais apiculteurs font ça à froid, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de chauffer la cire et ils extraient les plaquettes. Et ben, il est content le tout bois et il est ravi. Hein. Il veut ton morito? Ouais, je pense. Ok. Est-ce que c'est du bon sucre? Oui. Plus sucrant que du sucre classique? Oui. Et en fait, il a des vertus parce qu'à l'intérieur du miel, tu as aussi propolis. De la propolis, exactement, merci, qui a de grandes vertus purifiantes et antibactériennes en fait. Donc, très intéressant pour les soins et booster ton système. C'est mon remède préféré. Alors, moi qui mange plus de miel, parce que je ne mange pas ce qui vient du travail des animaux, par quoi je remplace, à votre avis? Par les fleurs. Ouais, bravo. J'en ai goûté, c'est trop bon. Et ça ressemble au miel, grave. Ah ouais, grave, ouais. Voilà. Mais la propolis, tu la remplaces par quoi? La propolis, je la remplace pas. En fait, quand je fais mon miel de pissenlit, je mets des gousses d'ail à l'intérieur. Et donc, du coup, l'ail qui est entre guillemets confit dans mon miel de pissenlit me fait mon antibactérien, quoi, mon booster d'immunité et mon antibiotique naturel. Je cherchais le mot. Ah, c'est vrai que c'est puissant, l'ail aussi. Hein. Très. Okay. J'essaye d'en manger tous les jours. C'est bien. Il ne faut pas essayer, en fait, il faut le faire. J'essaye d'y penser tous les jours, si tu préfères. Je t'embête. Moi, j'y arrive. Alors, je continue la liste des questions qui m'a été envoyée avant et puis après, je répondrai à vos questions, Violaine, sur la conversation. Alors, est-ce que c'est un bon sucre? Donc, oui. La liste des produits contenant les oméga 6. Ça c'est intéressant. Alors, les oméga 6 sont en grande quantité dans tout ce qui est viande, et notamment encore plus dans les viandes d'abattoir où ils ont vécu un stress, mais sinon dans la viande. De rien, Katharina, bonne fin de journée. Et puis ensuite, dans tout ce qui est friture, dès que vous dépassez la température de 160 degrés, vous allez vous retrouver avec des oméga 6. C'est-à-dire là, par exemple, je vais vous donner l'exemple du lin. La graine de lin est riche en oméga 3 et en oméga 9. Vous mixez vos graines de lin. Vous obtenez
un puissant ingrédient en oméga 3. Et qu'est-ce qui se passe si je la mets à cuire dans mon pain, etc. Eh ben, ça va rancir l'oméga 3 de la graine de lin et ça va la transformer en oméga 6. Et l'oméga 6 est un inflammatoire, un haut inflammatoire. C'est-à-dire qu'il va vous provoquer des douleurs au niveau des muscles, au niveau des articulations, au niveau... Quand j'ai quelqu'un qui souffre de fibromyalgie ou de... Ah ben, c'est Florence, je crois, qui me parlait de diasthésie pour une de ses clientes. Eh bien, si tu regardes, la concentration en aliments riches en oméga 6 doit être très importante. Parce que c'est les oméga 6 qui créent ces douleurs, et dans la fibromyalgie et dans les autres maladies. Et dans les plats industriels, c'est pareil, c'est bourré d'oméga 6. Voilà. Donc, tout ce qui est hautement cuisiné, hautement chauffé, le lait de vache stérilisé, pasteurisé est riche en oméga 6. Voilà. D'accord? Et en fait, c'est la balance entre les oméga 3 et les oméga 6 qu'il faut contrecarrer. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, mangez des poissons crus, mangez des harengs, mangez des sardines, prenez des oméga 3 pour contrebalancer cette régularité. Est-ce que tu connais ça, Christine? Tu connais ces produits-là? Je vois juste marqué protéines. Farine de lin. Ah, la farine de lin. Non, je ne connais pas. En fait, je n'aurais pas été tentée d'aller en chercher puisque ça a été mixé il y a longtemps, donc c'est mort. Non? Dis-moi. C'est à quoi? J'ai pas compris. Je dis, j'aurais pas été tentée d'aller voir pour chercher des farines de lin, farine de chanvre ou des choses comme ça parce que ça a été mixé il y a longtemps, donc c'est mort. Si tu veux, ça a été éventé, toutes les vertus. Ah ouais, c'est ce que tu disais la dernière fois, que quand tu mous tes graines, tu faut les manger au maximum une semaine, c'est ça? Oui, une semaine si tu les gardes au frigo. Oui. C'est pour ça que l'huile de lin, l'huile de noisette, l'huile de noix, etc., dès qu'elles sont ouvertes, il faut les mettre au frigo. Parce que 20 degrés et pauvre, ça rancit. Et donc il vaut mieux moudre des graines de lin que de mettre ça, quoi. Voilà, exactement. Et ça prend du temps de faire les choses soi-même, mais si on est bien organisé. Graines de lin, alors ça va aller. Avant, je n'arrivais pas à les moudre, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Et là, j'ai récupéré un vrai moulin à café. Et ça me fait une mouture parfaite. Ah, bah génial. Et autre indice, le lin, vous n'êtes pas obligé de l'acheter bio. Parce que les champs de lin ne poussent que dans des terres pures. Sinon, l'agriculteur, il ne peut pas récupérer son lin. C'est vraiment une plante très sensible et très particulière. Le lin ne pousse que sur une terre saine et il ne peut mettre aucun traitement dans un champ de lin parce qu'il n'aurait aucune récolte. Donc, voilà, même si ce n'est pas estampillé bio, c'est forcément du bio. Lin blanc ou lin brun, hein, peu importe. De toute façon, c'est juste la fleur qui donne des graines de couleurs différentes. Ouais, j'allais dire, c'est les mêmes vertus. Oui, exactement. C'est juste la maturité de la graine. C'est tout. Oui, attends, mon chéri. Peut-on trouver du bon sirop d'agave? C'est délicat, c'est difficile. Si tu as un pied d'agave dans le jardin, oui. Voilà, non, mais sinon, d'abord, il est souvent extrait à chaud. C'est pour ça que moi, je suis plus sur le sirop d'érable que le sirop d'agave. Le sirop de bouleau est aussi un sirop extrait à froid. Donc, plutôt sirop de bouleau, sirop d'érable. Même si c'est vrai que le sirop d'agave a quelques vertus, c'est très rare d'en trouver du très bon. Et même l'autre jour, je regardais chez Déméter, ils vendaient un sirop d'agave et il était pressé à chaud. Quel dommage. Voilà. Voilà. Comme beaucoup de choses dans le commerce. Ben ouais, malheureusement, oui. Encore une question. Ah, c'est ça. C'est ça dont on a parlé. Le pain des fleurs. Pain des fleurs, oui. Oui, c'est bon ça. Oui. Du coup, je mange ça moi aussi, mais du coup, ça rentre pas dans le cru, ça.
Alors, normalement, c'est juste mis au niveau d'un déshydrateur. Ah, voilà, je me posais la question. Ouais. J'ai jeté la boîte. Et donc, si vous trouvez du vrai pain des fleurs, il n'y a pas de farine. Et c'est juste dans une presse à 42 degrés. Donc, c'est cru. C'est déshydraté. Pulvérisé, déshydraté. Et tu en trouves au sarrasin, tu en trouves à plein de choses. Mais sinon, tu trouves J'aime ça bien, où, moi, c'est bon. Mais sinon, tu trouves ça où, le pain des fleurs? Dans les magasins bio. Oui, mais à Carrefour aussi, hein, au rayon. Ah, il y en a? Ouais. Mais Ouais, je dis Carrefour, mais au-dessus de n'importe quel supermarché. J'en ai jamais trouvé dans les supermarchés chez nous, mais par contre dans les magasins bio. Ouais. Bah, écoute, nous en Picardie, on n'est pas spécialement bien desservis pour les produits bio. Enfin, je compare par rapport à Genève ou à Annecy, ou quand on était dans les Alpes, où c'était à profusion. Ici, sinon, il y a Biocop. Et voilà, et on en trouve ici à Carrefour. Donc, Ce que j'allais dire, on n'est pas bien desservi, mais depuis un an, on en a deux autour de nous qui ont fleuri, quoi. Entre Biocop et Rue, la petite qui dépanne un petit peu, c'est quand même mieux qu'avant. Vous en voulez? J'en ai au moins 3 à moins de 5 km de chez moi. Bon, nous, c'était rare. Maintenant, on ne peut pas dire que c'est rare. On en a 2. C'est déjà pas mal. Il y a aussi à Merlimont, il y a la Vie Claire aussi. Oui, tout à fait. J'ai l'embarras du choix. Marcel et Fils, La Vie Claire, Biocop, coopérative privée. Et en plein centre de Berck aussi, il y en a un. Elle est bien d'ailleurs, c'est un petit couple sympa. En face de la bibliothèque. Ok, question d'après, c'est du privé. Ah ben Florence, j'ai répondu à ta question du coup, sans même savoir, voilà. Et après, j'ai des questions ici. Si je vais répondre à la question sur l'hypotension quand même. Faut juste que tu fasses attention à la quantité de sucre détourné qu'elle consomme. Pourquoi? Parce que en fait, c'est souvent les gens qui mangent des féculents qui ont des problèmes d'hypotension. Parce que plus leur alimentation est riche en sucre caché, plus le pancréas, donc ça lui demande du travail pour envoyer l'insuline, etc. Et plus il y a des risques d'hypotension. Maintenant, quelqu'un qui a une petite tension, pas qui souffre d'hypotension, attention, qui a une petite tension, par exemple, moi, je suis toujours à peu près à 8,5, 9 pour le plus haut chiffre de la tension. Voilà, en général, je suis à 9, 6, 9, voilà, j'ai une petite tension. Eh bien, il paraît que c'est les gens qui vivent le plus vieux. Donc, vous avez encore pas mal d'années à me supporter. Voilà, non, mais on vit très bien avec une petite tension, plus facilement qu'avec une hypertension. Ouais, on vit tranquille, hein, c'est pour ça. Voilà. Là, tu viens de me donner une bonne nouvelle parce que je suis pas du tout. Moi, je suis à 9,6 tout le temps. Et ben voilà, tu vois. Et pourtant, je vis très bien. Ça ne m'empêche pas d'avoir beaucoup d'activités. Lorsque nous avons fait des laits végétaux, tu nous as montré qu'on pouvait utiliser du psyllium pour oui. Quelle autre utilisation peut-on en faire? Alors écoute, le psyllium, j'utilise dans plein de choses. Je l'utilise quand je fais des smoothies le matin qui sont plutôt riches en bananes et enfin où il n'y a pas beaucoup de fibres. Je l'utilise quand je fais du pain ou des gâteaux, comme des cakes, des choses comme ça, parce que ça te permet de lier. Alors, tu dois toujours penser, c'est Violaine qui me pose la question. Oui. Tu dois toujours penser que je suis végétalienne, d'accord? Donc, dans mes gâteaux, il n'y a pas d'œuf qui est un liant, il n'y a pas de… Qu'est-ce que vous mettez dans vos gâteaux? Du beurre, oui. Alors, le beurre, c'est pour l'onctuosité. Mais là, le psyllium, j'utilise plutôt comme liant. D'accord? Parce que quand tu fais du pain maison, très souvent,
surtout du pain sans gluten. Soit c'est du béton, Ouais, de la pierre. voilà. Soit quand tu coupes une tranche, t'as que des miettes. T'es d'accord? Oui. Voilà. Et ben le secret, c'est de mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de psyllium pour à peu près 150 grammes de farine. D'accord. J'ai fait des mini cakes avec le psyllium. J'ai jamais mangé de mini cakes sans gluten aussi bons que ça. Voilà. Et pourtant, j'en ai déjà acheté tout juste pour me faire plaisir. J'aime pas trop ce genre de produit, mais de temps en temps, voilà. Et là, avec le psyllium, voilà, jamais trouvé d'aussi bon sans gluten. Voilà. D'accord. Super. Merci. Mais de rien. Et sinon, le psyllium, en fait, je le conseille aux personnes qui ont des crises de constipation, des choses comme ça, parce que ça refait travailler, ou de diarrhée. Vraiment, dès que tu as un souci de transit d'un côté comme de l'autre, le psyllium, c'est top. Quelqu'un qui est, les gamins là, qui à la rentrée scolaire chopent toutes les gastro et tout ce que tu veux à l'école, une cuillère à soupe de psyllium dans un peu d'eau tiède avant chaque repas, super. Super efficace. Je trouve ça super bon en plus. Comme ça, avec de l'eau. Ouais, bon, mais après, t'es comme moi, t'aimes les plantes, t'aimes les graines, t'aimes les fleurs. Ça pas spécialement de goût. Et qu'est-ce que c'est que le DHA que tu as parlé tout à l'heure? La DHA, c'est l'hormone de jeunesse. T'as pas vu? Regarde. Tu vois. En fait, c'est pour ça qu'elle prend Herbalife Line. C'est pour rester. C'est ça. T'as tout compris. Parce que, voilà, ça ne me dérange pas de me balader avec un vieux à la maison, mais non, mes enfants aussi. Ah bah zut. Tu donnes pas d'Herbalife Line? Ah non, rien. Et en parlant d'Herbalife, qu'est-ce que c'est que l'édulcorant dans ton mélange pour protéines après le sport? C'est du fructose, c'est du sucre de fruits. D'accord. Ouais, alors, il ne faut plus dire fructose, hein, s'il vous plaît. L'appellation fructose, quand vous regardez vos étiquettes, faites gaffe à ça. L'appellation fructose a été rachetée par Monsanto et en fait, maintenant, ils appellent leur aspartame fructose. Et donc, quand vous regardez certains produits marqués fructose, regardez vraiment ce que c'est. C'est de l'aspartame. Bah, pas toujours. Donc, en général, dans les produits bio naturels, les plantes, tout ce qui est à base de plantes, etc., ça va être du vrai sucre de fruits, d'accord? Mais malheureusement, effectivement, tu as beaucoup de produits de substitution. Par exemple, je pense au Coca Light ou bien, qu'est-ce que j'ai vu aussi? On a regardé des trucs là, cette semaine, je sais plus ce que c'était, des produits chimiques en fait, où c'est marqué, où là aussi d'habitude c'est marqué aspartame. Il y a eu une telle polémique sur l'aspartame que maintenant ils l'ont basculé en fructose. Mais il a bien fallu qu'ils trouvent un moyen de défense. Oh, les pauvres chéris, c'est vrai. Ah ben oui, les pauvres. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai regardé ta chaîne YouTube, Christine, et j'ai cherché la recette du beurre, mais je ne l'ai pas trouvée. Ah, mais je vais te la retrouver. Elle y est dessus. C'est ça et le lait d'amande, je crois que c'est les vidéos qui ont été le plus regardées. Donc, je vais te la retrouver. Parce que j'ai la vidéo du lait d'amande, mais je n'ai pas trouvé la vidéo du beurre. T'as tout. Ouais. Je pense qu'elle doit être dans la playlist de laitage. D'accord. Mais je te la retrouverai. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Parce que là, j'ai envie d'aller manger ma glace. Pas manger ta glace. Moi, j'ai déjà ingurgité. J'en ai une petite qui me revient à l'esprit, si tu veux bien. Vas-y. Tu m'as fait découvrir une application que je ne connaissais pas. Tu nous as parlé de Yuka il y a quelques semaines. Yes. Mais comme parfois on est un peu coupé, j'ai pas entendu ce que tu en as dit. Est-ce que tu en as parlé ou pas? Est-ce que tu le recommandes? Est-ce que tu trouves que c'est fiable ou pas? Alors,
j'ai expliqué que Yuka, c'était bien pour les gens qui mangeaient beaucoup de boîtes, de plats tout prêts, etc. Mais que leurs indices de référence couleur n'étaient pas forcément super logiques. Par exemple, si c'est gras, ils vont te le mettre en rouge. Donc, c'est sûr que si tu regardes une huile d'olive, elle va être en rouge, alors que c'est bon. Voilà pourquoi je disais qu'il ne faut pas se fier uniquement à Yuka, il faut se renseigner un petit peu sur certaines vertus. Oui, mais il détaille pas mal et en tout cas, c'est dit quand il y a des additifs. Voilà. Par contre, Voilà, effectivement, moi, j'utilise les additifs et l'huile d'olive, quand c'est, même si c'est gras, ils disent s'ils sont répertoriés, ils disent que c'est bon ou c'est pas bon. Hein, faut bon compte. Quand c'est les points, évidemment, quand c'est trop salé ou trop sucré ou trop gras, je vous le dis. Mais utilisez-la franchement pour les additifs et le reste, c'est quand même pas mal. Voilà. Oui, ce que je disais juste, c'est que pour moi, le gras est une bonne chose dans le corps. Et quand on fait une perte de poids, c'est important. C'est surtout pas l'ingrédient à enlever. Voilà. C'était bon pour les gras saturés. Oui. Après, voilà, il faut séparer grâce à oui, et encore, par exemple, je donnais l'exemple sur la conférence d'un biscuit sain qui utilisait de l'huile de coco pour sa cuisson et du coup était mis en gras saturé et était étiqueté rouge, alors que quand tu regardais le taux de sucre et de fibres que je vous ai appris à comparer, à diviser pour savoir l'absorption et l'indice glycémique était bon. Mais juste parce qu'ils utilisaient de l'huile de coco et que c'était des graisses saturées, ils nous l'avaient mis en orange. Tu vois, par rapport au feu. Mais donc, voilà, pour ça, j'ai dit que c'était une très bonne application, surtout pour les gens qui mangeaient, plats préparés, boîtes, etc. Maintenant, moi, je suis dans les fruits et légumes frais et les étiquettes, je ne les ai pas encore trouvées, donc elle ne met pas de grande utilité. Ok, merci. De rien. Mais c'est une bonne application, sinon j'en aurais pas parlé, je ne l'aurais pas conseillé. Tu n'as pas répondu aux questions de Sylvie que je t'avais envoyées. Après, je ne sais pas si tu as encore le temps ou pas. Vas-y, on prend le temps. J'ai remis la glace au congèle. Hop là. Ah, mais oui, c'est parce que j'ai commencé les questions trop tôt. Voilà. Par exemple, elle demandait la F1, quand on la passe aussi le soir, on mange la préparation crue avant. Alors, oui, je vais répondre à celle-là déjà. Ça marche? Alors, la F1, si tu la manges dans un fromage blanc, dans un truc qui a cuit à la base, si tu veux, une compote ou quelque chose comme ça, il faut manger du cru avant. D'accord? Si maintenant. Et si c'est dans du lait végétal? Si c'est dans du lait végétal que tu as fait toi cru, non. Si c'est dans un laitage que tu as acheté cuit, oui, il faut manger du cru avant. D'accord? D'accord. Voilà. Ça dépend vraiment du support sur lequel tu vas mettre ta poudre. Et pourquoi? Parce que si tu manges du cuit, eh ben, ton corps ne va pas comprendre que tu es en train de manger. Donc, il faut dire à ton corps que tu es en train de t'alimenter. Ah, le fait de manger cru d'abord, c'est une information pour le corps. Ah, c'est Pascal qui pose la question. Oui, on est toutes les deux, Pascal et Juliette. D'accord, non, mais j'ai cru que c'était Dorian. Du coup, j'allais dire, c'est bizarre. Oui, Dorian l'a posé et nous, on a rebondi. Je sais, moi. On a rebondi, en fait. Donc, le fait de manger cru, de commencer un repas par le cru, c'est pour informer le corps que l'on est en train de manger. Voilà, parce que si on lui donne du cuit, d'abord, il ne va pas comprendre, c'est ça. D'accord, ok. Voilà, et quand il comprend quand il comprend pas, il stocke. Il stocke. Mais pourquoi est-ce que tu dis qu'il vaut mieux mettre la F1 dans le cru? Pour que ce soit assimilé. Disons que si tu manges rien avant la F1, il vaut mieux manger du cru avant. Si maintenant ta recette avec ta F1, c'est du cru, tu peux le manger directement. D'accord. Tu vois, ce matin, pour faire mon chèque, ce matin, j'ai fait une purée avec la mangue, l'ananas. Donc, je les ai juste mixés pour en faire une crupote.
Donc, je peux manger ça directement. Je n'ai pas besoin de manger des fruits à côté ou une entrée. D'accord? Là, on a fait des glaces. Parce que moi, par exemple, non, mais Juliette, sa F1, elle la mange toujours au début du repas, avant toute chose. Oui, ou alors je la mange toute seule à 4 heures ou le soir. Alors, on va se faire un appel après suivi. le soupe, par exemple. On va se faire un appel suivi privé pour rectifier peut-être 2-3 trucs. Mais effectivement, les ingrédients dans l'ordre dans le corps, c'est d'abord du cru et après du cuit. D'accord. Et donc, la F1, c'est considéré comme étant cuit? Non, le support dans lequel tu mets ta F1. J'ai rien compris. C'est pour ça que je disais à Sylvie, ça dépend dans quoi tu mets ta F1. Et elle m'a répondu dans un lait. Donc, si c'est du lait cru que tu as fait à la maison, c'est bon. Si c'est du lait que tu as acheté et qui a été cuit, c'est pas bon. Il faut manger du cru. Ok. Eh bien, on va refaire un appel pour bien comprendre tout. Non, voilà. C'est bon, non, mais moi, je ne vais pas te tromper. D'accord. Pas de souci. Va vite manger ta glace parce qu'elle va être toute fondue. Voilà, exactement. Combien peut-on prendre de, je t'en prie, combien peut-on prendre de boissons aux plantes Thermogétix chaudes par jour en plus des 1,5 litre? Il n'y a pas de limite. Le fond de ta boîte. Nos limites. Ton budget. Ton budget. Ben oui, non, mais je sais pas si je regarde. En général, j'en prends un, moi, quand je suis levée. Donc, je bois mon demi-litre d'eau avec mon aloe. Je bois un demi-litre chaud, là, avant mon petit déjeuner. Après, avec mon petit déjeuner, j'en prends un bol qui fait quasiment un demi-litre. Il fait 460 millilitres. Donc, tu vois. Donc, c'est mon deuxième demi-litre de la journée. J'en reprends un après le sport, donc vers 11 h. J'en reprends un après le repas, donc j'en suis à mon 4e, voilà. Et puis là, tu vois, regarde, j'ai pas fini celui de 3 heures que j'ai fait avant le. Voilà, mais ce sera mon dernier chaud. Et le fait qu'il y ait du thé noir dedans, ça n'a pas d'importance au niveau des reins ou autre chose? Alors, des reins, non. Mais par contre, si tu es une personne qui souffre de tension, voilà. Donc, c'est par rapport à ta tension personnelle. Comme le café, tu vois. Ok. Ok. Les steaks, à quel moment est-ce que cela remplace un repas, un encas, et comment le préparer? Ben, ça dépend de la dose de F1 que tu mets dedans. Hein. Si tu mets vraiment tes 26 grammes, tu remplaces un repas. Et puis, si tu veux après faire comme moi dans la glace en complément, ça te fait un encas. Mais il n'y a pas de limite à la consommation de F1. Nous, on mange une boîte par semaine pour te donner une idée. Donc, voilà, t'as pas de… Si après, c'est le budget. La limite, c'est le budget. Ouais, c'est vrai. Ok. Ok. Et pourquoi on dit que le cru occasionne des ballonnements? Alors, c'est pas le cru qui occasionne des ballonnements, c'est les légumes racines crues qui occasionnent des ballonnements si ton ventre n'est pas suffisamment bien nettoyé et qu'il n'est pas assez… si les contractions de tes intestins ne sont pas assez costauds. Et à ce moment-là, tu as une solution, c'est que tu mixes un peu plus, tu broies plus finement tes crudités. Ah oui, ouais, c'est ce que Dorian m'a dit. Voilà. Ok. Et alors, il y a quelqu'un qui posait la question sur le groupe de Messenger de Cuisine qui, par rapport au bâton de rhubarbe. Donc, ce midi, j'ai fait un tartare de rhubarbe sur mon assiette, là, le petit cœur au milieu. J'ai mis 2 bâtons de rhubarbe, une pomme, des pignons de pain et l'équivalent d'une cuillère à soupe de raisin sec. Christine, du coup, là… j'ai toujours entendu que la rhubarbe crue, c'était un poison. Ouais. T'as pas déjà entendu aussi que le poireau, les oignons, Alors attends, qu'est-ce qu'on m'a sorti aussi qui était du poison? La patate douce. Oh
on m'en a sorti des poisons. Hein. Ça fait longtemps que je m'empoisonne, mais je sais pas, je vais bien. Non, ben, c'était pour savoir. C'est pour ça que j'étais étonnée lorsque j'ai lu ça. Hein, lorsque j'ai lu la rhubarbe crue. Alors, il y a les gens qui font des potagers, comme moi. Quand tu cueilles un bâton de rhubarbe, tu gardes le bâton et la feuille, tu la mets dans de l'eau, dans un seau. Et puis, tu attends la semaine à l'abri de la lumière. Ça te fait un purin pas d'ortie, mais un purin de rhubarbe. Et ton purin de rhubarbe, les feuilles, tu les mets dans ton compost. Ça fait un accélérateur de compost. Et par contre, l'eau que tu récupères, tu vas t'en servir, par exemple, pulvériser sur tes rosiers, sur tes… T'entends, Tony? Voilà, c'est top pour les pucerons. D'accord. Le rhubarbe, ça peut être comme le purin, en fait. Et moi, j'utilise aussi ces feuilles de rhubarbe, là, ce purin de rhubarbe, pour mettre sur la base de mes pieds de tomates. Parce que ça évite que ça prenne le mildiou. Ouais. Ok. Voilà. Bravo, Christine. Je crois qu'on va te laisser. Ouais, ça fait beaucoup d'infos, là. Hein. Ouais, oui, on apprend plein de choses. Parce que la patate douce, on peut la manger crue, tu dis, en fait. Ouais, c'est super bon. Hein. Tu sais, tu fais des fines chips. Là, ou des chips râpées. Voilà. Après, quand tu les as coupées très fines lamelles et puis que tu les masses avec un peu d'huile de coco et de tamari ou un peu de vinaigre balsamique, tu les masses comme ça, tu les laisses macérer un petit peu de sel. Après, elles sont toutes souples. Tu peux faire des jolies roses dans ton assiette. En plus, on a des cours de décoration. T'as vu ça un peu? Magnifique. Bon, il y a que les filles qui continuent jusqu'au bout, je vous félicite. C'est super, merci beaucoup Christine. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonne soirée à tous. Bonne fin de journée. Ouais, à demain pour le sport et sinon à quand vous voulez dans la semaine. Demain matin. Bonne dégustation. À bientôt. À demain matin pour le massage du poignet. Ah oui, à 8 h aussi pour la réflexologie. Ciao, ciao. Bisous. Allez, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée à tous.